Quand on parle d'esprit critique, on a souvent cette image en tête, celle de quelqu'un qui doute de tout, systématiquement. Mais et si cette idée était non seulement fausse, mais en plus totalement contre-productive? Aujourd'hui, on va justement repenser l'esprit critique pour l'adapter au monde moderne, en s'appuyant sur des recherches assez fascinantes en sciences cognitives. Allez, on commence par une question qui bouscule un peu les idées reçues. Est-ce qu'on est crédule? Est-ce qu'on est, en quelque sorte, programmé pour tout gober sans aucun filtre? C'est une croyance assez répandue, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, la réponse des sciences cognitives va complètement à contre-courant. Loin d'être des sortes d'éponges qui absorbent tout passivement, notre cerveau serait plutôt équipé d'un filtre assez performant, et ce, dès le plus jeune âge. On va donc explorer ensemble ces compétences presque innées. Il semblerait qu'on soit tous équipés d'un détecteur d'âneries dès la naissance, et c'est franchement assez fascinant à voir. Les études sur ce sujet sont très claires. La confiance dans l'enfant n'est absolument pas aveugle. Dès l'âge de 3 ans, il ne croit pas n'importe qui sur parole. Un tri instinctif est déjà en train de se faire. Mais alors, comment ça marche, ce tri? Eh bien, instinctivement, on va évaluer deux choses, la compétence et la bienveillance. Est-ce que la source a l'air de s'y connaître? Par exemple, un enfant de 4 ans fera bien plus confiance à un médecin qu'à un mécanicien pour une question de santé. Logique. Et puis, est-ce que la source est bienveillante? C'est pour ça qu'un enfant va plus facilement se fier à son enseignant qu'à un parfait inconnu. Bon, si on a déjà ces outils en nous, où est le problème alors? Le point crucial, c'est que notre cerveau, avec ses mécanismes qui ont évolué sur des milliers d'années, se retrouve aujourd'hui face à un environnement d'information qui est radicalement nouveau et incroyablement complexe. Le vrai problème, il est là, dans ce décalage. Notre cerveau a évolué dans de petits groupes où tout le monde se connaissait, où la confiance était la norme. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On est face à des réseaux mondiaux, souvent anonymes, et on est littéralement bombardé d'informations. Nos outils de base ne sont tout simplement plus adaptés. Il y a une citation de notre source qui résume parfaitement le défi. Dans un monde où le faux circule parfois plus vite que le vrai, notre simple jugement de ce qui a l'air plausible ne suffit plus du tout. On peut se faire avoir très très facilement. Et pour compliquer encore les choses, il y a des biais comme le fameux effet Dunning-Kruger. C'est ce paradoxe assez fou où souvent, les moins compétents sur un sujet sont aussi les plus sûrs d'eux. C'est l'image de quelqu'un qui a lu 3 articles sur Internet et qui pense pouvoir débattre avec un expert. En fait, son ignorance est si profonde qu'il ne se rend même pas compte de tout ce qu'il ne sait pas. Face à tous ces défis, il est indispensable de redéfinir ce qu'est vraiment l'esprit critique. On va maintenant passer à une vision beaucoup plus adaptée et surtout plus constructive. L'idée que l'esprit critique, c'est de douter de tout, tout le temps, elle est non seulement fausse, mais elle est dangereuse. Le doute permanent peut être une arme pour semer la confusion, pour paralyser l'action et pour saper des connaissances solides. Le vrai esprit critique, ce n'est pas de tout rejeter en bloc. Non, la véritable compétence, c'est de savoir accorder sa confiance intelligemment. Il s'agit de développer ce qu'on pourrait appeler une confiance calibrée. L'objectif, ce n'est pas le doute, mais un jugement qui est ajusté et qui est éclairé. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité à ajuster son niveau de confiance en fonction, d'une part, de la qualité des preuves, et d'autre part, de la fiabilité des sources. Ce n'est pas du tout une posture passive, c'est un processus actif d'évaluation et d'ajustement permanent. Ok, mais comment on fait en pratique? Voici une sorte de boîte à outils basée sur 4 piliers pour construire cette fameuse confiance calibrée. Voilà ces 4 piliers. D'abord la plausibilité, ensuite les arguments, puis les preuves, et enfin la source. C'est une feuille de route assez claire pour évaluer n'importe quelle information de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus approfondie. Premier pilier, la plausibilité. Ici, il ne s'agit pas juste de se demander si ça sonne bien ou si on a un bon feeling. Non, il faut confronter l'information à l'ensemble des connaissances qui existent déjà dans le domaine. Et toujours garder en tête qu'une affirmation qui vient bouleverser tout ce qu'on sait doit être soutenue par des preuves absolument exceptionnelles. Deuxième pilier, les arguments. Là, l'objectif, c'est vraiment de décortiquer le raisonnement. Est-ce qu'il est logique ou est-ce qu'il joue sur nos émotions, sur nos désirs, sur nos peurs? C'est crucial de savoir reconnaître quand un argument nous séduit, non pas pour sa logique, mais simplement parce qu'il confirme ce qu'on a déjà envie de croire. On en arrive au troisième pilier, les preuves. Et là, c'est fondamental de comprendre que toutes les preuves ne sont pas égales. Une anecdote personnelle, une simple opinion, ça se situe tout en bas de l'échelle de la fiabilité. Tout en haut, on va trouver les résultats scientifiques qui ont été confirmés par plusieurs équipes indépendantes. La solidité d'une idée vient de la convergence de preuves de très haute qualité. Et enfin, le quatrième pilier, la source. Notre réflexe naturel de faire confiance à ce qui nous est familier ne suffit plus du tout aujourd'hui. Il faut se forcer à évaluer la compétence spécifique de la source sur le sujet précis dont elle parle. Et aussi se demander s'il n'y a pas des conflits d'intérêts qui pourraient biaiser son discours. Bref, comprendre comment fonctionne l'écosystème de l'info, c'est essentiel pour ne pas confondre popularité et fiabilité.
Ces 4 piliers, ce sont des outils vraiment puissants. Mais pour réussir à bien les utiliser, pour les intégrer, il faut développer une compétence supérieure, une sorte de chef d'orchestre de notre propre pensée. Et cette compétence, ça s'appelle la métacognition. C'est tout simplement la capacité à prendre du recul sur sa propre pensée. C'est ce qui nous permet de nous dire « Attends, est-ce que je suis vraiment en train d'évaluer cette information objectivement ? Quel est mon niveau de confiance là, maintenant, et est-ce qu'il est justifié ?» Il faut bien comprendre que le but de tout ça, ce n'est pas de devenir quelqu'un qui doute de tout, qui manque de confiance. Au contraire, une confiance raisonnable est fondamentale pour oser apprendre, pour oser explorer. L'objectif, c'est d'atteindre le bon niveau de confiance, le juste niveau, pour les bonnes raisons. Finalement, toute cette réflexion nous amène à une conclusion assez forte. Le véritable changement de perspective, la question clé à se poser face à une information, ce n'est plus seulement le simple « est-ce que c'est vrai ?» Non, c'est une question beaucoup plus nuancée et bien plus utile. À quel point devrais-je être confiant dans cette information et sur quelle base ? C'est ça vraiment qui transforme une simple information en véritable connaissance.